Bonjour Chloé Ridel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en effet la porte-parole d'un parti qui a été au cœur de l'actualité politique et en particulier des fractures de la gauche. Et vous, Madame Ridel, vous étiez présente sur ces manifestations du 1er mai, sur le stand du Parti Socialiste qui a été violemment pris à partie. J'allais vous demander pourquoi tant de haine de la part de l'extrême gauche et des Black Blocs qui s'en sont pris physiquement à vous. Il faudra le leur demander, mais je pense qu'il y a une part de colère face à ce qui est redevenu le Parti Socialiste, le fait que nous soyons de nouveau au cœur de la vie politique française, que nous portions notre voix, et ce sont le fait de quelques intolérants, violents d'une minorité, il faut le dire. Et que vous n'ayez pas censuré François Bayrou, peut-être ? C'est cela qu'on ne vous pardonne pas ? Sur le budget, nous n'avons pas censuré le budget pour permettre à la France d'avoir un budget. Cela ne veut pas dire que nous soutenons François Bayrou, a fortiori nous ne le soutenons pas. Mais vous ne le censurez plus. Il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce vote, et notamment du fait de la France Insoumise, qui explique que par cette non-censure du budget, nous soutiendrons le gouvernement de François Bayrou. Évidemment, c'est faux. Et donc, nous avons subi des violences inacceptables, mais moi, je préfère retenir une image qui était celle de Dunkerque, d'une gauche réunie autour des salariés très dignes d'ArcelorMittal qui sont menacés. On va reparler de la gauche réunie, mais tout le monde l'a observé. Au sein de ces manifestations, il y a eu des personnalités plus ciblées que d'autres, en particulier le député Jérôme Guedj. À quoi vous attribuez cet acharnement, si ce n'est à un fond d'antisémitisme qui règne aujourd'hui dans une partie de la gauche et singulièrement à l'extrême gauche? C'est aussi votre sentiment? Alors oui, il y a les deux. Il y a des gens qui s'attaquent à Jérôme Guedj parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils ont le droit, mais même s'ils n'ont pas le droit d'être violents. Et il y a des gens qui sont carrément, antisémites. Vous les avez entendus, ces slogans? Parce qu'ils considèrent que toute personne juive serait forcément coupable, soutien ou complice des crimes du gouvernement israélien. Bien sûr, cela existe. C'est plutôt ces mots de sionistes, de sales sionistes, vous les avez entendus, vous, lors de cette manifestation à laquelle vous étiez présente? Moi, personnellement, non, parce qu'il y avait beaucoup de bruit, je vous avoue, et que tout ça s'est passé très très vite. Nous avons été très choqués, nous avons été chargés par des Black Blocs qui nous ont tiré dessus au mortier. Oui, ça fait des bruits très très lourds. Il y a des camarades qui ont été blessés, d'autres qui ont des pertes d'audition. Donc le moment était assez confus. Comment vont ces militants d'ailleurs qui ont été blessés? Mais je vous remercie, ils vont mieux, ils se remettent. Vous avez porté plainte, je le rappelle. Passés à l'hôpital, nous avons porté plainte et nous espérons que de telles choses ne se reproduisent pas parce que cela divise le mouvement des travailleuses et des travailleurs et c'est certainement pas ce dont on a besoin en ce moment dans notre pays. Pour en revenir aux attaques qui visaient plus spécifiquement Jérôme Guedj et votre collègue députée européenne Emma Rafovix, qui est elle aussi d'origine juive, elle dit, Madame Rafovix, qu'il y a derrière ces violences, ces passages à l'acte, un fond aussi de brutalisation de la vie politique, notamment menée par la France Insoumise, qui amène finalement à cette libération de la violence. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Et elle condamne notamment le fait que la France Insoumise n'ait pas beaucoup protesté contre ces violences. C'est vrai qu'on a eu des marques de soutien de toute la classe politique française et de beaucoup à gauche. À la France Insoumise, il y a le silence de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Le silence du bout des lèvres de Manuel Bompard, et ça on le regrette parce qu'il faut qu'on fasse tous bloc face à ce type d'attaque, et c'est vrai qu'on entend dans la bouche des manifestants des mensonges, comme quoi par exemple le Parti Socialiste serait soutien de Netanyahou, ce qui est un mensonge éhonté. Certains disent PS égale parti sioniste. Qu'on a entendu dans la bouche de Manuel Bompard. Donc quand on dit des mensonges comme ça, répétés à longueur d'antenne contre les positions du Parti Socialiste, ça se termine aussi en violence dans la rue. Donc ça, je le condamne. Donc et je pense il y a une qu'il faut forme de responsabilité. Une forme d'éthique dans la façon dont on fait de la politique, dont on porte la contradiction avec les partenaires. On a des désaccords, on n'est pas d'accord sur des choses. C'est pas pour autant qu'il faut mentir sur les positions des uns et des autres et comme ça exciter des militants qui... Alors après, il faut faire la part des choses. La France Insoumise n'a pas été violente avec nous. Mais vous regrettez le silence. Vous avez dit le silence de Jean-Luc Mélenchon. Ça autorise d'une certaine façon une minorité violente à passer à l'action. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tout rapprochement, toute alliance nouvelle est impossible avec la France Insoumise dans l'avenir. On pense notamment aux élections municipales qui sont dans un an. C'est définitivement enterré écoutez, avec en ce tout cas, parti. nous, ce que nous portons pour les élections municipales et pour les élections présidentielles, c'est un large rassemblement à gauche, le plus large possible, qui parlera y compris aux électeurs insoumis. Mais le parti lui-même, là je vous parle du parti. Qui exclut Jean-Luc Mélenchon parce que nous ne pouvons pas cautionner, nous ne pouvons plus cautionner un certain nombre de ses positions. Nous pensons qu'elles sont aujourd'hui incompatibles et qu'il faut porter un projet devant les Français dans la clarté vis-à-vis. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est fini.
C'est la position que nous portons, en tout cas, au Parti socialiste. Au Parti socialiste, où il y a différentes lignes. Pour les prochaines échéances électorales, tout à fait. Où il y a différentes lignes. Vous, on sait qu'il y a un congrès dans un peu plus d'un mois. Vous défendez, vous ne vous en cachez pas, l'actuel premier secrétaire Olivier Faure. Il y a aussi un petit peu d'arrière-pensée. Pardon, excusez-moi, j'y reviens d'un mot. Jérôme Guedj a reproché qu'Olivier Faure ne lui ait pas passé un coup de téléphone après ce qui s'est passé donc dans ces manifestations du 1er mai. Vous avez l'impression que c'est un règlement de compte, ou il y a peut-être un geste qu'aurait dû faire votre premier secrétaire là-dessus? Non, écoutez, je crois qu'Olivier a pris le soin d'appeler chacun. Moi, je ne veux pas me mettre dans ces polémiques interpersonnelles. Il y a un congrès en cours, c'est classique au Parti socialiste, et donc on discute. Je crois que le congrès est jusqu'à présent de très bonne tenue. Il y a effectivement deux lignes qui s'affrontent. Ah oui, alors quelles sont-elles? Parce que quand on n'est pas dans le sérail, si j'ose dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui sépare Olivier Faure de ces deux prétendants qui bien sont Boris Vallaud et M. Meyer-Rossignol, le maire de Rouen? Eh bien, avec Olivier Faure, nous portons une ligne déjà sur le fond qui veut un Parti socialiste qui ne renonce pas à transformer radicalement la société. Nous sommes des radicaux réformistes. Non, nous ne pensons pas, par exemple, comme François Hollande, qu'il ne faudrait pas ne pas censurer François Bayrou jusqu'en 2027. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Et nous avons des positions fortes sur le fond. Parce que dans le texte que nous avons présenté dans le cadre de ce congrès, nous posons les bases d'un projet socialiste pour la France, et nous le voulons radical dans sa volonté de transformation de la société. Et ensuite, nous portons aussi une stratégie de rassemblement large de la gauche en vue des prochaines élections présidentielles, parce que nous avons une extrême droite à 40%, parce qu'il y a cet espoir au sein du peuple de gauche. C'est à nous de porter l'alternative. On voit bien que dans le pays, il y a deux alternatives par rapport au pouvoir en place, l'extrême droite ou nous. On voit ce que donne l'extrême droite ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, et donc nous pensons que nous avons une responsabilité particulière face aux Français. Traduisons cela, si vous voulez bien, en politique. Pardon, la présidentielle est dans 2 ans. Chloé Ridel, nous, ce que nous voulons, c'est créer un candidat une plateforme de votre parti ou pas? Une plateforme, bien sûr, mais nous pensons que pour qu'il y ait un candidat socialiste à la présidentielle, ça ne se décrète pas, ça se construit, vous voyez, avec les autres partenaires, tandis que, effectivement, et c'est tout à fait respectable, Nicolas Meyer-Rossignol défendra une candidature socialiste d'abord, en espérant que les autres s'y rallient. Nous pensons contraire. Chloé Ridel, vous avez dit, nous ne sommes pas pour dire qu'on ne censurera jamais François Bayrou. Ça veut dire que vous vous apprêtez éventuellement à le faire, notamment si ça n'aboutit pas. Ce conclave, c'est d'actualité, les conclaves, mais il faut le rappeler aussi sur les retraites. Vous êtes prêt à censurer le Premier ministre si, par exemple, il n'y a pas de résultat là-dessus? Nous serons prêts à censurer le Premier ministre, et c'est bien naturel. S'il ne respecte pas la promesse qui a été la sienne sur les retraites, et je pense que c'est quand même mal parti. Et puis, il y a aussi, ça ne vous aura pas échappé, cette annonce de 40 milliards d'économies supplémentaires dans le budget 2026. Et ça, nous ne pourrons pas accepter que cela se fasse sans changement de politique, c'est-à-dire en prenant toujours aux mêmes, aux classes populaires et aux classes moyennes, à ceux qui travaillent, sans prendre l'argent où il est, sur les plus riches ou dans les milliards de coupes d'impôts qui ont été concédés ces dernières années. Une dernière question, comment la porte-parole du Parti socialiste réagit à cette initiative d'Emmanuel Macron qui veut proposer une nouvelle convention citoyenne sur les rythmes scolaires, sur les vacances? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi, je pense que c'est un sujet très important, les rythmes scolaires, parce que ça reproduit des inégalités à l'école. On sait que plus, notamment, les vacances d'été sont longues, et plus ça fait que les enfants issus de milieux défavorisés sont pénalisés. Donc vous êtes plutôt d'accord avec Emmanuel Macron là-dessus? Moi, je trouve ça bien d'organiser une convention citoyenne, pourvu que cette fois-ci, il en respecte les résultats, mais je trouve que c'est une bonne chose, et parce qu'une convention citoyenne, avec des citoyens tirés au sort, ça permet de discuter de sujets très compliqués, en transparence devant les Français, de les mettre à plat et d'essayer d'arriver, comme on l'a fait sur la fin de vie, à des solutions acceptées, plus facilement acceptables par tous. Donc de la porte-parole du PS que vous êtes, Chloé Ridel. Merci beaucoup, et c'est la suite de Télématin. Merci.